La saveur du mezcal flottait encore sur mes lèvres quand ses doigts effleurèrent ma joue sous la lumière de la pleine lune à Xochimilco. Paloma sourit avec cette intensité qui faisait trembler quelque chose de profond en moi, quelque chose qui était resté endormi pendant 33 ans de ma vie parfaitement ordonnée à Londres. Les bougies flottantes illuminaient son visage brun doré, et quand, enfin ses lèvres touchèrent les miennes, je sus avec une certitude terrifiante que plus rien ne serait jamais comme avant. Le monde que j'avais construit avec tant de soin s'effondra à cet instant, et la seule chose que je ressentis fut une liberté enivrante que je n'avais jamais cru possible. Mais permettez-moi de revenir au début, car cette histoire mérite d'être racontée depuis le moment précis où ma vie prit un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. Si vous aimez cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'aimerais aussi beaucoup savoir de quelle ville vous écoutez cela, laissez-le dans les commentaires. Et quand vous aurez écouté toute l'histoire, dites-moi s'il vous plaît quelle note vous lui donneriez de 0 à 10 et ce qui vous a le plus plu. Vos commentaires sont très importants pour moi. C'était notre deuxième jour à Mexico. James et moi étions arrivés au Four Seasons 2 nuits plus tôt, et dès l'instant où nous avions franchi les portes de l'hôtel, quelque chose en moi avait commencé à se sentir étrange, déconnecté. J'aurais dû être excitée, euphorique même. J'avais épousé James Ashford, associé principal de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Londres. Un homme que ma famille adorait, qui cochait toutes les cases de la liste invisible que toute femme de mon milieu semblait avoir. Grand, diplômé de Cambridge, sportif, connexion impeccable et un compte en banque qui faisait soupirer mes parents de soulagement. Mais pendant que James faisait la sieste dans notre suite après un long déjeuner chez Pujol, moi je me trouvais au rooftop bar, contemplant l'immensité de la ville qui s'étendait devant moi comme un organisme vivant et vibrant. Londres ne m'avait jamais fait cet effet-là. Londres était gris, ordonné, prévisible. Ici, tout semblait pulser d'une énergie que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaissais quelque part au plus profond de moi. Je portais une petite robe tube noire Chanel, des escarpins Louboutin et le collier de perles de ma grand-mère, une armure de respectabilité britannique que j'utilisais comme bouclier contre le monde. Mes cheveux blonds cendrés étaient impeccablement coiffés en mon carré signature, pas une mèche qui dépassait. Mes mains, avec leur manucure française irréprochable, tenaient un verre de vin blanc que j'avais à peine touché. C'est alors que je la vis. Paloma Hernandez se tenait derrière le bar, et c'était comme regarder un poème en mouvement. Ses mains travaillaient avec une grâce hypnotique, tandis qu'elle préparait un cocktail, ses bras bruns brillant sous les lumières chaudes du bar. Elle portait une chemise de soie noire ouverte jusqu'à un point qui, à Londres, aurait été scandaleux, mais qui ici semblait parfaitement naturel, presque artistique. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules, et quand elle sourit à un client, j'aperçus un éclat de rouge à lèvres vibrant qui me fit déglutir sans savoir pourquoi. Je n'aurais pas dû la regarder comme ça. J'étais une femme mariée en lune de miel. Mais il y avait quelque chose en elle qui rendait impossible de détourner les yeux. Nos regards se croisèrent à travers le bar bondé, et j'eus l'impression que l'air était soudain plus dense. Elle abandonna ce qu'elle faisait et marcha vers moi avec une assurance que je n'avais jamais possédée. Ses hanches ondulant avec ce rythme naturel que les femmes mexicaines semblaient avoir inscrit dans leur ADN. « Buenas tardes », dit-elle d'une voix rauque et chaude qui me rappela le mezcal que je n'avais pas encore goûté. « Première fois au Mexique ?»« Oui », répondis-je, ma voix plus formelle que je ne l'aurais voulu. Mon mari et moi sommes en lune de miel. » Quelque chose vacilla dans ses yeux quand je prononçai « mari », mais son sourire ne faiblit pas. « Félicitations. Et où est l'heureux élu ?»« Il dort. Le décalage horaire, vous savez. » « Ah oui, le décalage horaire. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, comme si elle savait qu'il y avait plus que cela. « Qu'est-ce que tu veux boire? Ou tu préfères continuer à regarder ce vin comme s'il allait te mordre ?» Je ris, surprise par sa franchise. À Londres, personne ne parlait comme ça, surtout pas à une cliente dans un hôtel 5 étoiles. « Franchement, je ne sais pas ce que je veux, » avouai-je, et en prononçant ces mots, je me rendis compte que je ne parlais pas seulement de boisson. Paloma pencha la tête, m'observant avec ses yeux noirs et intenses qui semblaient voir directement à travers mon armure Chanel. « Laisse-moi te préparer quelque chose de spécial, quelque chose qui te montrera le vrai Mexique, pas la version pour touristes. » Je la regardais travailler, fascinée par chacun de ses gestes. Ses mains étaient celles d'une artiste, mesurant, mélangeant, créant. Les bracelets à ses poignets tintaient à chaque mouvement, un son que je commençais à associer à elle. Je remarquai le petit tatouage de croissant de lune derrière son oreille quand elle se tourna pour attraper une bouteille sur l'étagère du « Virginia Woolf ?» demanda-t-elle soudain, désignant le livre que j'avais laissé sur le bar, mon exemplaire usé de Orlando que j'emportais toujours avec moi. Je restais bouche bée. « Tu connais Virginia Woolf? Pourquoi si surprise? Tu pensais que les barmanes mexicaines ne lisaient que des magazines People? » Son ton était moqueur mais sans méchanceté. « J'ai étudié la littérature à l'UNAM,
Wolf est une de mes préférées. Orlando, surtout. Une histoire sur quelqu'un qui transcende le genre, qui vit plusieurs vies, qui refuse d'être enfermé. C'est révolutionnaire. Mon cœur battait plus vite. En toutes mes années à Londres, à Oxford, dans les cercles littéraires prétentieux que je fréquentais, personne n'avait parlé de Wolf avec cette passion brute et sincère. C'est mon livre préféré, murmurai-je. Je sais, dit Paloma en glissant devant moi un cocktail magnifiquement décoré. Je reconnais une femme qui s'identifie à Orlando à des kilomètres. Je ne savais pas quoi répondre, alors je bus une gorgée. Cela explosa dans ma bouche avec des saveurs que je ne pouvais identifier, épicées et douces, fumées et florales à la fois. Qu'est-ce que c'est? Ma création spéciale. Mescal artisanal que je distille moi-même, infusé de pétales de rose et de piment arbre. Je l'appelle Despertar, parce que c'est ce qu'il fait. Il réveille des choses qui dormaient. Ses yeux ne quittèrent pas les miens pendant qu'elle parlait, et je sentis quelque chose remuer en moi, quelque chose de dangereux, d'excitant et de terrifiant. Pendant les 2 heures qui suivirent, nous parlâmes. Ou plutôt, elle parla, et moi j'écoutais, hypnotisée. Elle me raconta la vraie Mexico, pas la version aseptisée que James avait étudiée dans ses guides touristiques. Elle me parla de Coyoacán, où Frida Kahlo avait vécu et aimé avec une intensité qui défiait les conventions. Elle me décrivit Roma Nord avec ses cafés bohèmes et ses galeries underground. Elle me peignit avec des mots les marchés aux fleurs de Xochimilco, où les trajineras colorés flottaient entre les canaux anciens sous la lune. « Tu devrais voir le vrai Mexique », dit-elle enfin. « Pas celui-ci. » Elle désigna d'un geste le bar élégant et les touristes fortunés. Le Mexique qui palpite, qui respire et qui vit. Le Mexique qui change les gens. « J'aimerais tellement », dis-je sans réfléchir. Puis je me repris. « Mais je suis avec mon mari. »« Bien sûr », répondit Paloma, mais quelque chose dans son expression s'était légèrement fermé. Les maris préfèrent généralement les visites organisées. Je me levai pour partir, étrangement déçue. Mais au moment où j'allais m'éloigner, je sentis sa main sur mon bras. Son contact envoya une décharge électrique à travers ma peau que je n'avais jamais ressentie avec James, ni avec aucun de mes anciens petits amis. « Je suis là tous les soirs », dit-elle doucement, « si tu changes d'avis pour voir le vrai Mexique. » Cette nuit-là, allongée près de James qui ronflait doucement, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à Paloma, à ses mains, à son sourire, à la façon dont elle m'avait regardée comme si elle voyait toutes les parties de moi que je gardais soigneusement cachées. Je pensais à mes lettres à Virginia Woolf, cachées dans ma valise, ces confessions que je n'aurais jamais osé dire à voix haute sur le fait que je me sentais différente, hors de place dans ma propre vie. Je me levai et sortis mon carnet en cuir, mon stylo Mont Blanc, et je commençai à écrire sous la lumière tamisée de la lune qui entrait par la fenêtre. « Chère Virginia », écrivis-je, « comment savais-tu quand tu étais amoureuse de Vita? Était-ce comme un éclair ou progressif, comme l'aube? J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui me donne l'impression de me réveiller d'un rêve de 33 ans. Une femme. Et cela m'effraie plus que tout ce que j'ai jamais ressenti. Parce que si c'est réel, si ce sentiment que je ne peux nommer est bien ce que je crois, alors tout ce que j'ai construit n'était qu'un mensonge. Et je ne sais pas si j'ai le courage d'affronter cette vérité. Les 2 jours suivants passèrent dans le brouillard. James et moi visitâmes Teotihuacan, nous promenâmes sur le Zocalo, dînâmes dans des restaurants recommandés par son assistante. Il parlait des contacts d'affaires qu'il pourrait nouer, des propriétés que nous pourrions acheter à Polanco comme investissement. Je hochais la tête, souriais et disais les bonnes choses. Mais mon esprit était ailleurs. Chaque soir, je trouvais une excuse pour monter au rooftop bar. Juste pour prendre l'air, disais-je à James. Juste pour voir la ville la nuit. Et chaque soir, Paloma était là, m'attendant comme si elle savait que je viendrais. Nos conversations devinrent plus profondes, plus intimes. Elle me parla de sa grand-mère Zapotec, qui lui avait appris les secrets du mescal, de son propre coming out à 25 ans, des femmes qu'elle avait aimées et perdues. « Il y avait une femme », me confia-t-elle la 3e nuit en préparant un autre de ses cocktails magiques. « Une Anglaise comme toi, mariée comme toi. Elle est venue ici en lune de miel il y a 2 ans. Mon cœur s'emballa. Que s'est-il passé? Je suis tombée amoureuse d'elle. Je lui ai montré mon Mexique, mon monde. Pendant 1 semaine, elle fut à moi, et puis elle est partie, elle est retournée à sa vie, à son mari, comme si de rien n'était. Comme si je n'avais été qu'une aventure touristique. Il y avait de la douleur dans ses yeux quand elle le dit, une vulnérabilité qui me donnait envie de la prendre dans mes bras, de la consoler, de lui promettre que j'étais différente. Mais l'étais-je? Ou finirais-je par faire exactement la même chose? C'est pour ça que j'ai juré de ne plus jamais m'impliquer avec une femme mariée, continua Paloma. C'est trop douloureux, trop compliqué. Alors pourquoi? Je ne pus terminer la question. Pourquoi je suis là à te parler chaque soir? Paloma se pencha par-dessus le bar, si près que je pouvais sentir son parfum, quelque chose de floral et épicé qui me faisait tourner la tête.
Parce que quand je t'ai vue, Victoria, j'ai vu quelque chose que j'ai reconnu. Une femme dans une cage dorée qui ne se rend pas compte que la porte n'a jamais été fermée à clé. Cette nuit-là, la 3e nuit de notre lune de miel, James but trop de tequila au dîner. Quand nous rentrâmes dans la chambre, il tenait à peine debout. Je l'aidai à se mettre au lit où il s'endormit instantanément, encore tout habillé. Je restais sur le balcon, regardant les lumières de la ville, ressentant cette inquiétude familière que j'avais vécue toute ma vie mais qui maintenant avait un nom, un visage, une paire d'yeux noirs qui me voyaient vraiment. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu veux toujours voir le vrai Mexique? Je t'attends dans le lobby dans 20 minutes. N'apporte rien sauf ton courage. » Je n'aurais pas dû y aller. J'aurais dû rester dans cette chambre d'hôtel, auprès de mon mari, dans ma vie sûre et prévisible. Mais en enlevant ma robe Chanel pour mettre un jean et un chemisier simple, je sentis que chaque geste était un acte de rébellion contre tout ce que j'étais censée être. Si cette histoire vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne. Vos réactions comptent beaucoup. Paloma m'attendait dans le lobby, appuyée contre une colonne avec une assurance décontractée qui faisait battre mon cœur plus vite. Elle portait un jean noir moulant, une veste en cuir vintage et des bottes. Ses cheveux étaient détachés, sauvages, et quand elle sourit en me voyant, j'eus l'impression que tout mon monde basculait sur son axe. « Prête pour une aventure ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » avouai-je honnêtement. « Je ne suis pas sûre de savoir à quoi je suis prête. » Alors découvrons-le ensemble. Nous montâmes sur sa moto, une Harley-Davidson vintage qu'elle avait héritée de son père. Quand elle me dit de m'accrocher à elle, je passai mes bras autour de sa taille et sentis son corps chaud contre le mien. Et ce fut comme si chaque terminaison nerveuse de mon corps prenait vie pour la première fois. La ville défilait tandis qu'elle roulait dans des rues que je n'aurais jamais trouvées dans aucun guide touristique. Finalement, nous arrivâmes à Xochimilco. Xochimilco la nuit, c'était comme entrer dans un rêve fiévreux peint par Frida Kahlo. Les trajineras colorés flottaient sur les canaux sombres comme des pétales géants, illuminés par des guirlandes de lumière qui se reflétaient dans l'eau noire comme des étoiles tombées. L'air sentait les fleurs de cempasúchil, la résine de copal qui brûlait sur un autel proche, et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier, quelque chose d'ancien et de sacré qui faisait frissonner ma peau. Paloma connaissait tout le monde ici. Les vendeurs de fleurs la saluaient par son prénom, les musiciens de mariachis lui souriaient avec complicité, l'homme qui louait les trajineras la serra dans ses bras comme une fille. Je compris que ce n'était pas le Mexique touristique qu'elle m'avait promis de me montrer, c'était son Mexique, intime et personnel, et le fait qu'elle me laisse y entrer me semblait un privilège sacré. « Celle-ci est pour nous ?» dit-elle en désignant une trajinera à l'écart des autres. Elle était plus petite, peinte en violet profond et or, décorée de dizaines de bougies blanches déjà allumées et de fleurs fraîches qui couvraient chaque surface. Au centre, une table basse avec des coussins de velours, et sur la table, une bouteille de ce que je supposais être son mezcal spécial et 2 verres en terraquit. « Tu as tout préparé ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « J'espérais que tu viendrais », avoua-t-elle en m'aidant à monter. Ses mains sur ma taille me brûlèrent, même à travers le tissu de mon chemisier. J'espère depuis le premier jour où je t'ai vu au bar. Nous nous assîmes sur les coussins tandis que le batelier, un homme âgé qui semblait hors du temps, commençait à ramer doucement sur les canaux. La musique de mariachis flottait depuis d'autres trajineras, se mêlant aux rires et aux conversations lointaines, mais dans notre petit monde illuminé aux bougies, il n'y avait que Paloma et moi. Elle servit le mezcal dans les verres en terre cuite avec une cérémonie presque rituelle. Le liquide était doré pâle, et quand elle le porta à mon nez, il sentait la terre humide, les pétales de rose et quelque chose de fumé qui me rappelait les feux de camp dans la nuit. « Celui-ci est spécial, » dit-elle, ses yeux brillants sous la lumière des bougies. Je l'ai fait avec de l'agave que j'ai cultivée moi-même sur ma terrasse, infusée avec des pétales de rose cueillis à l'aube et une touche de damiana, une herbe que ma grand-mère utilisait dans ses potions d'amour. « Potions d'amour ?» répétai-je, essayant de paraître sceptique mais échouant lamentablement. Ma grand-mère était guérisseuse à Oaxaca. Elle croyait que les plantes ont une âme, qu'elles peuvent réveiller en nous des choses que nous avons oubliées ou réprimées. Paloma leva son verre. « Au réveil, Victoria Ashford. À la découverte de qui nous sommes vraiment quand personne ne regarde. » Nous trinquâmes et je bus. Le mezcal coula dans ma gorge comme du feu liquide et du velours, doux et brûlant à la fois. Je sentis qu'il se répandait dans ma poitrine, mon ventre, mes membres, comme s'il faisait fondre quelque chose de gelé en moi. « Maintenant, » dit Paloma en se rapprochant, si près que je sentais la chaleur de son corps, « laisse-moi te raconter une histoire, une légende que ma grand-mère m'a transmise quand j'avais 16 ans et que je lui ai avoué que j'aimais les filles. » La trajinera glissait doucement sur l'eau tandis qu'elle parlait, sa voix basse et musicale, presque hypnotique. Il y a très longtemps, avant que les Espagnols arrivent et tentent d'effacer nos histoires, il y avait 2 guerrières aztèques. L'une s'appelait Xochiquetzal
déesse de la beauté et de l'amour, l'autre Itzpapalotl, le papillon d'obsidienne, féroce et mortel. Selon les légendes officielles que les conquistadors laissèrent survivre, elles étaient rivales. Mais ma grand-mère m'a raconté la vérité transmise en chuchotement entre les femmes de notre famille. Paloma but une autre gorgée de mescal et j'étais si captivée que j'oubliais de respirer. Elles étaient amantes. Elles se rencontraient en secret dans un lieu sacré très semblable à celui-ci, entre canaux et fleurs, sous la pleine lune. Leur amour était considéré comme un don des dieux, une force si puissante qu'elle pouvait changer le destin des empires. Mais quand les Espagnols arrivèrent avec leur religion et leurs règles sur ce que devait être l'amour, cette histoire fut enterrée, réécrite, oubliée. Ses yeux trouvèrent les miens dans l'obscurité illuminée aux bougies. Mais pas complètement. Ma grand-mère m'a appris que l'amour entre femmes est ancien, sacré, puissant, qu'il ne doit pas être caché ou honteux, mais célébré. Je sentis des larmes piquer mes yeux. Toute ma vie à Londres, entourée de livres, d'éducation et d'une culture soi-disant progressiste, personne ne m'avait jamais dit cela. Personne ne m'avait donné la permission de ressentir ce que je ressentais. Dans ma famille, continuai-je, la voix tremblante, on ne parle même pas de ces choses-là. C'est implicite qu'il y a une bonne façon de vivre, la bonne université, la bonne carrière, le bon mari. Je n'ai jamais rien remis en question parce que remettre en question aurait signifié admettre que quelque chose en moi était différent, et différent était dangereux, compléta doucement Paloma. Inacceptable. Un groupe de mariachis sur une trajinera voisine se mit à jouer Bésame mucho, et l'ironie était si parfaite que nous rîmes toutes les deux, d'un rire nerveux et chargé de tension. Tu veux savoir quelque chose de drôle? Dis-je, le mescal déliant ma langue. J'ai lu Virginia Woolf de façon obsessionnelle depuis mes 19 ans. Orlando, Mrs. Dalloway, toutes ces lettres à Vita Sackville-West. J'ai écrit ma thèse d'Oxford sur l'amour saphique dans son œuvre. Et pendant tout ce temps, je me disais que c'était seulement un intérêt académique, une fascination intellectuelle. Je ne me suis jamais permis de penser que peut-être je m'identifiais si profondément à ces histoires parce que je ne pus terminer, mais je n'en avais pas besoin. Paloma comprenait. Parce que tu étais comme elle, dit-elle simplement. Je suis une lâche, murmurai-je. Je me suis mariée avec James en sachant que quelque chose n'allait pas. La nuit de nos noces, quand il m'a touchée, j'ai fermé les yeux et imaginé d'autres choses, d'autres personnes. Et je me suis haïe pour ça. Paloma prit ma main, entrelaçant ses doigts aux miens. Son contact était si différent de tout ce que j'avais connu avant, doux mais ferme, réconfortant mais électrisant. Tu n'es pas une lâche, Victoria. Tu es le produit d'un système qui t'a appris à te renier depuis l'enfance. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie. Mais maintenant, ses yeux cherchèrent les miens. Maintenant, tu as le choix. Quel choix? Continuer à survivre ou commencer à vivre vraiment. La lune était juste au-dessus de nous maintenant, énorme et argentée, transformant l'eau en mercure liquide. Paloma se rapprocha, et soudain il n'y avait plus d'espace entre nous, seulement nos respirations qui se mêlaient dans l'air chargé de copal et de roses. « Je dois te confesser quelque chose », dit Paloma, sa voix à peine audible par-dessus l'eau et la musique lointaine. « Cette femme anglaise dont je t'ai parlé, celle qui m'a brisé le cœur, j'ai juré de ne plus jamais me laisser ressentir ça pour quelqu'un dans ta situation. Mais avec toi, Victoria, dès l'instant où je t'ai vue au bar avec ta robe noire élégante et tes yeux tristes en train de lire Woolf, j'ai su que j'étais foutue. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Je me suis promis que je ne serais que ton amie, que je te montrerais seulement la ville et rien de plus. Mais chaque conversation, chaque fois que tu souriais quand je disais quelque chose qui te surprenait, chaque fois que tu regardais tes mains comme si tu ne savais pas quoi en faire, je tombais un peu plus amoureuse. « Paloma », commençai-je, mais elle posa doucement un doigt sur mes lèvres. « Laisse-moi finir. Tu dois savoir dans quoi tu t'engages si ça va plus loin que cette nuit. Je ne suis pas facile à aimer. Je suis intense, jalouse, exigeante. Quand j'aime, j'aime de tout mon être, avec le genre de passion mexicaine qui te semblera probablement écrasante après ta vie britannique réservée. Et je ne veux pas être ton expérience, ton aventure de lune de miel que tu oublieras en rentrant à Londres. » Ces mots auraient dû me terrifier, me faire reculer vers la sécurité de ma vie planifiée. Mais au lieu de cela, je sentis quelque chose se briser et se reformer en moi en même temps, comme un os qui n'avait jamais bien cicatrisé et qui enfin retrouvait sa place. « Je ne veux pas t'oublier, » dis-je, et en prononçant ces mots à voix haute, je sus qu'ils étaient vrais. Je ne veux pas que ce soit seulement une aventure. Mais Paloma, j'ai tellement peur. Peur de ce que cela signifie, peur de faire du mal à James, peur de décevoir ma famille, peur que peut-être ce ne soit que l'excitation du neuf et... « Et si ce n'était pas le cas ?» m'interrompit Paloma. « Et si c'était réel, Victoria? Et si cette sensation que tu ressens quand tu es avec moi était qui tu es vraiment,
quand tu te permets de l'être. Elle prit mon visage entre ses mains, et ses paumes étaient chaudes et calleuses d'années à préparer des cocktails, si différentes des mains douces de James. « Je vais t'embrasser maintenant », murmura-t-elle, et son souffle sentait le mescal et les roses. « Et après ça, tu auras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Mais seulement si tu le veux. Dis oui, Victoria, ou dis-moi d'arrêter. » J'aurais dû dire d'arrêter. J'aurais dû penser à mon mari qui dormait à l'hôtel, à ma carrière, à ma réputation, à tout ce que je perdrais. Mais en regardant les yeux noirs de Paloma briller sous la lune, je ne pus penser qu'à toutes les versions de moi que j'avais réprimées, toutes les fois où j'avais prétendu être quelqu'un d'autre, toutes les années passées dans une cage que j'avais moi-même construite. « Oui, » murmurai-je, et puis ses lèvres furent sur les miennes, et ce fut comme si tout l'univers s'était réaligné à cet instant. Ce n'était pas comme embrasser James, pas comme embrasser aucun des hommes avec qui j'avais été avant. C'était complètement différent, doux et ferme à la fois, exigeant mais tendre, et cela avait le goût du mescal, des roses et de promesses dangereuses. Ses mains glissèrent dans mes cheveux, ruinant mon carré parfait, et je m'en fichais. Mes propres mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et quand elle gémit doucement contre mes lèvres, je sentis quelque chose s'éveiller en moi qui avait dormi toute ma vie. Nous nous séparâmes enfin, toutes les deux à bout de souffle, et je me rendis compte que je pleurais, des larmes silencieuses que je ne pouvais retenir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Paloma en essuyant mes larmes avec ses pouces. « J'ai 33 ans, dis-je d'une voix brisée, et c'était le premier vrai baiser de ma vie. » Paloma m'attira contre sa poitrine, et je me laissai complètement aller, sanglotant contre sa chemise de soie tandis que la trajineira glissait sur les canaux anciens sous la pleine lune. Elle caressa mes cheveux et murmura des mots en espagnol que je ne comprenais pas mais que je ressentais dans mon âme. Quand je me calmai enfin, je levai les yeux vers elle. « Et maintenant ?»« Maintenant !» dit Paloma en souriant avec ce mélange de tendresse et de malice que je commençais à aimer. « Maintenant, je te montre le reste de mon monde, si tu es prête. » Nous passâmes le reste de la nuit sur cette trajineira. Paloma me raconta d'autres histoires sur sa famille, sur le fait de grandir queer à Mexico, sur les premières fois où elle avait embrassé une fille dans un club underground de la Zona Rosa. Moi, je lui parlais d'Oxford, de ma thèse sur Woolf, des lettres que j'écrivais mais n'envoyais jamais. « Je peux en lire une ?» demanda-t-elle. Normalement, cette idée m'aurait horrifiée. Ces lettres étaient mon secret le plus profond, plus intime que n'importe quoi de physique. Mais avec Paloma, je voulais être complètement connue, complètement vue. Je ne les ai pas ici, mais la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois? Je regardais ma montre. Il était 4 heures du matin. James dormait probablement encore, inconscient que sa femme venait de découvrir une vérité fondamentale sur elle-même en flottant sur un canal à Xochimilco. « Il faut que je rentre », dis-je. Mais ces mots me faisaient physiquement mal. « Je sais ». Paloma embrassa doucement mon front. « Mais Victoria, il faut que tu comprennes une chose. Je ne peux pas être la personne avec qui tu te découvres pour ensuite te voir retourner avec lui et faire comme si rien de tout cela n'avait existé. J'ai déjà vécu ça. Ça a failli me détruire. Je ne ferai pas ça, promis-je, même si je ne savais pas comment tenir cette promesse. Le trajet de retour à l'hôtel sur sa moto fut silencieux, mais je m'accrochai à elle encore plus fort qu'à l'aller, mémorisant la sensation de son corps contre le mien, l'odeur de son parfum mêlé au cuir de sa veste, la façon dont ses cheveux volaient dans le vent et me chatouillaient la joue. Elle me déposa à un pâté de maison de l'hôtel, là où personne ne pouvait nous voir. « Demain soir, » dit-elle, « il y a une exposition d'art dans une galerie à Roma Norte. Art queer mexicain. Tu viendras? » « Oui. » « Même si ça signifie mentir encore à ton mari? » Je déglutis. « Oui. » Paloma sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Fais attention, Victoria. Tu joues avec le feu. Le genre de feu qui te transforme ou te consume. Il n'y a pas de demi-mesure. » « Je sais. » Un dernier baiser, rapide mais intense, et puis elle disparut dans la nuit sur sa moto, me laissant debout sur le trottoir avec des fleurs de cempasúchil emmêlées dans mes cheveux et son goût encore sur mes lèvres. Je montai discrètement dans la suite. James dormait exactement comme je l'avais laissé, ses ronflements doux emplissant le silence. Je restai debout près du lit à le regarder, cet homme avec qui je venais de m'engager à passer le reste de ma vie, et je ne ressentis rien, ni amour, ni haine, juste une sorte d'engourdissement triste. Je pris une douche, essayant de laver l'odeur de copal et de mescal, mais je ne le voulais pas. Je voulais garder Paloma sur ma peau pour toujours. Finalement, je mis une chemise de nuit et me couchai tout au bord du lit, le plus loin possible de James sans tomber. Je sortis mon téléphone sous les draps et trouvai un message de Paloma. « Je sens encore tes lèvres sur les miennes. Je sens encore ton parfum sur mes vêtements. Tu me manques déjà. Bonne nuit, ma courageuse Anglaise. Rêve de trajineras, de pleine lune et de tout ce que nous pourrions être. » Je serrai le téléphone contre ma poitrine, me permettant de ressentir l'immensité de ce qui venait de se passer. J'avais embrassé une femme.
Plus que ça, j'avais embrassé une femme et cela m'avait donné l'impression de rentrer enfin chez moi après avoir été perdue toute ma vie. Quand je m'endormis enfin alors que le soleil commençait à se lever, je rêvais de guerrières aztèques, de papillons d'obsidienne et d'une femme aux yeux noirs qui avait promis de m'apprendre à vivre vraiment. Je me réveillais avec James qui secouait doucement mon épaule. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres et j'avais mal à la tête, même si je n'étais pas sûre que ce soit à cause du mezcal ou des quelques heures de sommeil. « Victoria, il est 11 heures. Nous avons une réservation pour le brunch au restaurant de l'hôtel à midi. Ça va? Tu as l'air, différente. » Je m'assis, consciente que mes cheveux étaient en désordre. Rien à voir avec le carré parfait que je maintenais religieusement. Ça va. J'ai juste, mal dormi. James fronça les sourcils, m'observant. Il y avait des fleurs dans le lavabo ce matin. Des fleurs oranges étranges. D'où venaient-elles? Sampasushil. J'avais oublié de les enlever de mes cheveux. Ça doit être de la décoration de l'hôtel, mentis-je, surprise de la facilité avec laquelle le mensonge sortait. Elles ont dû s'accrocher dans mes cheveux quand je suis sortie sur le balcon hier soir. Tu es sortie sur le balcon? Je ne t'ai pas entendu. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ronflais assez fort. Quelque chose changea dans son expression. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la suspicion peut-être. Ou peut-être que je projetais simplement ma propre culpabilité. Victoria, je sais que cette lune de miel n'a pas été exactement romantique. J'ai été fatiguée, j'ai trop bu. Je suis désolée. Aujourd'hui, ce sera différent, je te le promets. Après le brunch, je pensais qu'on pourrait faire du shopping à Polanco, peut-être. En fait, l'interrompis-je, les mots sortant avant que je puisse les retenir, il y a une exposition d'art que j'aimerais voir ce soir, à Roma Norte, sur Virginia Woolf et son influence sur l'art latino-américain. Encore un mensonge, mais plus proche de la vérité que tout ce que j'avais dit à James depuis des années. De l'art? Victoria, nous sommes en lune de miel. Tu ne préférerais pas un dîner romantique, peut-être danser? Tu peux venir avec moi, dis-je, sachant qu'il ne le ferait pas. Comme prévu, James grimaça. Tu sais que l'art contemporain n'est pas mon truc. Mais vas-y, si c'est ce que tu veux. Je profiterai pour passer quelques appels professionnels que je repousse. Si facilement. Mon mari me donnait la permission d'aller voir la femme que j'avais embrassée la veille, sans même le savoir. Le brunch fut une torture. James parlait de nos projets de vie à Londres, de la maison à Kensington que sa mère voulait nous aider à acheter, des enfants que nous devrions commencer à planifier dans 1 an ou 2. Je hochais mécaniquement la tête, poussant mes œufs bénédictins dans mon assiette, mais mon esprit était à Xochimilco, sur les lèvres de Paloma, sur la façon dont elle avait dit « ma courageuse anglaise ». « Tu n'as presque rien mangé », remarqua James. « Tu es sûr que tu te sens bien? Je n'ai juste pas très faim. » Après le brunch, James partit au gymnase de l'hôtel. Je restai dans la chambre, sortis mon carnet en cuir, ayant besoin d'écrire, besoin de comprendre ce qui m'arrivait. « Chère Virginia », écrivis-je, « hier soir une femme m'a embrassée et j'ai enfin compris pourquoi tu as écrit Orlando. Pourquoi tu as aimé Vita avec cette intensité qui choquait tout le monde. Parce que quand tu trouves la personne qui fait chanter ton âme, qui fait vibrer chaque cellule de ton corps, les règles de la société deviennent insignifiantes. Mais à quel prix? Vita était mariée. Tu étais mariée. Cela valait-il la peine de la douleur que vous avez causée? Cela valait-il la peine pour votre propre bonheur? Je ne sais pas comment cette histoire va finir, Victoria. Je ne sais pas comment être celle que je dois être sans détruire la vie que j'ai construite. Mon téléphone vibra. Paloma. Bonjour, ma belle. Tu penses encore à hier soir? Parce que moi, je n'ai pensé à rien d'autre. L'exposition est à 20h. Je te récupère au même endroit qu'hier soir. Et après, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Quelqu'un? Mon estomac se noua de quelque chose que je mis un moment à identifier comme de la jalousie. Qui? Écrivis-je en retour. Ma meilleure amie, Sophia. C'est important pour moi que tu la rencontres. Si c'est sérieux entre nous, je veux que tu connaisses les personnes importantes de ma vie. Si c'est sérieux. Ces mots me terrifièrent et m'excitèrent à parts égales. Je passais l'après-midi dans un état d'anxiété fébrile. J'essayais 5 tenues différentes, finissant par choisir un pantalon noir Armani et un chemisier de soie ivoire. Je voulais être bien sans avoir l'air de trop essayer. Je me maquillais et me démaquillais 3 fois. Finalement, je gardais un maquillage naturel, juste un peu de mascara et de gloss. James leva à peine les yeux de son ordinateur quand je partis. « Amuse-toi bien avec ton art. Ne rentre pas trop tard. Promis, mentis-je encore. » Paloma m'attendait au même endroit, mais cette fois pas sur sa moto. À la place, un taxi attendait. « J'ai pensé que ce serait plus confortable », expliqua-t-elle en voyant mon regard, « et plus discret. » Elle portait une courte robe noire qui montrait ses jambes galbées, des talons hauts, et ses cheveux relevés en un chignon élégant mais légèrement décoiffé. Elle était magnifique, et quand elle sourit en me voyant, je sentis mes genoux faiblir. « Tu es sublime », dit-elle en embrassant ma joue. Même ce simple geste me fit trembler. Dans le taxi, elle prit ma main, entrelaçant nos doigts.
Comment s'est passée ta journée? Compliqué. James commence à poser des questions. Rien de précis, mais il sent que quelque chose se passe. Et tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Je regardais nos mains jointes. Paloma, qu'est-ce qu'on fait? Où tout cela va-t-il? C'est une question que toi seule peux répondre, Victoria. Moi, je sais déjà ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Elle me regarda droit dans les yeux. Toi. Pas pour une semaine, pas comme un secret. Toi pour de vrai. Mais ça veut dire que tu vas devoir prendre des décisions difficiles. Le taxi s'arrêta devant une galerie à Romanort. Le quartier était totalement différent de Polanco, où se trouvait notre hôtel. Ici, les rues étaient pleines de cafés bohèmes, de boutiques vintage, de murales colorées. Les bâtiments art déco se mêlaient à l'architecture coloniale, et l'énergie était jeune, artistique, vibrante. La galerie s'appelait Corazones Rebelde, et l'exposition était intitulée Amor sin fronteras, Art queer mexicain contemporain. Les murs étaient couverts de peintures, de photographies et d'installations célébrant l'amour LGBTQ+, sous toutes ses formes. Paloma me guida à travers la galerie, sa main au creux de mes reins, un geste possessif qui me faisait me sentir réclamée d'une façon que je n'avais jamais connue. Elle me montra ses œuvres préférées, m'expliquant le contexte culturel, les artistes, les histoires derrière chaque pièce. Un tableau en particulier m'arrêta net. C'était l'image de deux femmes, l'une pâle et blonde, l'autre brune à la peau dorée, s'embrassant sous une pleine lune tandis qu'elle flottait sur une trajinera entourée de fleurs de cempasúchil. « C'est d'une artiste locale, » dit doucement Paloma. « Ça s'appelle Xochimilco Sueña. Elle l'a peint après avoir vu deux femmes s'embrasser sur les canaux il y a quelques années. Elle dit que c'était le moment le plus romantique qu'elle ait jamais vu. Je regardais le tableau, mon cœur battant à tout rompre. On dirait nous. Je sais. » Paloma se rapprocha, murmurant à mon oreille. « L'univers nous parle, Victoria. » Paloma. Une femme s'approchait de nous, grande et mince, avec des cheveux courts teints en bleu électrique, des piercings au nez et aux oreilles, et un style androgyne à la fois masculin et féminin. Elle portait une chemise en jean oversized, un jean déchiré et des Dr. Martens. « Sophia, » dit Paloma, et il y avait tant d'affection dans sa voix que je sentis une pointe de jalousie. « Voici Victoria. » Sophia m'observa avec des yeux noirs et pénétrants qui semblaient voir à travers moi. « Alors c'est toi la fameuse Anglaise qui fait réécrire de la poésie à ma meilleure amie. De la poésie? » Je regardais Paloma, surprise. Paloma rougit, ce que je n'avais jamais vu. Sophia exagère. « Pas du tout, » répondit Sophia, mais un sourire était sur ses lèvres. Je n'avais pas vu Paloma comme ça depuis très longtemps. Son expression devint plus sérieuse. « Mais je dois te prévenir, Victoria. Paloma est ma sœur autrement que par le sang. La dernière fois qu'elle est tombée amoureuse d'une femme mariée, ça a failli la détruire. Si tu n'es pas absolument sûre de ce que tu fais... » « Sophia, » interrompit Paloma, la voix tendue. « Non, laisse-la parler, » dis-je. J'avais besoin d'entendre ça. Sophia soupira. « Écoute, je ne te connais pas. Je ne sais pas quel genre de personne tu es, ni ce que tu cherches ici. Mais ce que je sais, c'est que Paloma aime avec tout son cœur. Quand elle se donne complètement. Et quand la femme qu'elle aimait est rentrée en Angleterre et a bloqué son numéro, Paloma n'a pas quitté son appartement pendant 2 mois. Elle ne pouvait ni travailler, ni manger, à peine respirer. Je regardais Paloma qui fixait le sol, les mains dans les poches. Je ne savais pas que c'était si grave, murmurai-je. Parce que je ne veux pas t'effrayer, dit Paloma. Mais Sophia a raison. Tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Tu dois comprendre que pour moi, ce n'est pas un jeu. Si tu vas rester avec ton mari, si tu vas décider que ta vie à Londres est plus importante, il faut que tu me le dises maintenant, avant que je tombe encore plus amoureuse de toi. La galerie me sembla soudain trop petite, trop chaude, trop pleine de monde. « J'ai besoin d'air », parvins-je à dire. Je sortis dans la rue, respirant profondément. Paloma me suivit, mais Sophia resta à l'intérieur, nous laissant de l'espace. « Je suis désolée, » dit Paloma. « Je ne voulais pas te mettre la pression. Sophia peut être très protectrice. » Non, elle a raison de s'inquiéter. Je m'appuyais contre le mur de la galerie, regardant les lumières de la ville. « Paloma, je suis mariée. Il y a 3 jours. Mon mari est à l'hôtel et m'attend. Ma famille à Londres s'attend à ce que je rentre et commence ma vie d'épouse de James Ashford. Et je suis là avec toi, à ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties, à vouloir des choses que je ne me suis jamais permis de vouloir. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. » Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. « C'est plus facile pour toi, non? Tu as déjà fait ton coming out. Tu as déjà affronté ta famille, tu vis ouvertement. Moi, je commence de zéro. Et si je fais ça, si je choisis ça, je perds tout. Mon travail, ma famille, ma réputation. Mais tu gagnes ta vie? » La question resta suspendue entre nous. « Ma grand-mère, » dit Paloma après un long silence, disait qu'il y a 2 sortes de morts. La mort du corps, qui vient à la fin d'une longue vie, et la mort de l'âme,
qui vient quand on cesse d'être qui on est vraiment pour rendre les autres heureux. Elle disait que la seconde mort est pire parce qu'on passe toute sa vie comme un fantôme. C'est facile pour ta grand-mère de dire ça. Ce n'est pas elle qui devait vivre avec les conséquences. Ma grand-mère a quitté son mari à 40 ans quand elle a compris qu'elle aimait sa meilleure amie. En 1960, dans un petit village d'Oaxaca. Elle a été excommuniée, sa famille l'a rejetée, elle a dû déménager à Mexico et tout recommencer de zéro. Mais quand elle est morte, à 85 ans, entourée de la femme qu'elle avait aimée pendant 45 ans et de la famille qu'elle avait choisie, elle m'a dit que c'était la meilleure décision de sa vie. Je m'essuyais les larmes. Je ne suis pas sûre d'être aussi courageuse que ta grand-mère. Personne ne te demande de prendre une décision ce soir, Victoria. Je te demande seulement d'être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Et si ce que je veux est impossible? Rien n'est impossible. Difficile, oui. Terrifiant. Absolument. Mais impossible, non. Sophia sortit de la galerie, nous regardant toutes les deux. Et il y a une fête sur le toit d'un ami pas loin. Beaucoup de nos amis seront là. Vous venez? Je regardais ma montre. Il était 22 heures. J'avais dit à James que je ne rentrerais pas tard. Tu devrais venir, dit Paloma. Rencontrer plus de mon monde. Voir à quoi pourrait ressembler ta vie si... D'accord, dis-je, prenant une décision impulsive. Allons-y. La fête se tenait sur un toit dans un immeuble art déco réhabilité. Il y avait une trentaine de personnes, toutes des femmes queer ou des couples de même sexe, buvant du mezcal et de la bière, riant, dansant sur une musique qui mélangeait cumbia et indie rock. L'ambiance était chaleureuse, accueillante, totalement différente de toutes les soirées mondaines de Londres. Paloma me présenta à ses amies, chacune plus intéressante que la précédente. Laura, une artiste qui peignait des murales partout dans la ville. Daniela et sa femme Carmen, qui avaient adopté 3 enfants et tenaient une librairie queer à Coyoacán. Monica, avocate en droits humains qui travaillait sur des cas de discrimination LGBTQ+. Encore une avocate? Dit Monica en trinquant sa bière contre mon verre de mezcal. Quel genre de droit pratiques-tu? Droit des sociétés, avouai-je, soudain honteuse. Fusions-acquisitions, principalement. Ah, le côté obscur, plaisanta-t-elle, mais sans méchanceté. Eh bien, si un jour tu te lassais de rendre les riches encore plus riches, on a toujours besoin de bons avocats du bon côté. Victoria est ici en lune de miel, dit Sophia d'un ton que je ne parvins pas à déchiffrer. Elle, l'ambiance changea subtilement. Les femmes échangèrent des regards. Lune de miel, répéta Laura. Avec mon mari, dis-je, forçant les mots. Mais je suis en train de découvrir des choses sur moi-même. Carmen, qui devait avoir une 50aine d'années avec des mèches grises dans ses cheveux noirs, s'approcha et posa une main douce sur mon épaule. « Je peux te donner un conseil? De quelqu'un qui est passé par là il y a 20 ans? » Je hochai la tête, reconnaissante. « Ne te précipite pas. C'est terrifiant, je sais. Faire son coming out, surtout quand on a déjà construit une vie, ce n'est pas comme dans les films. C'est compliqué, douloureux, et parfois tu te demanderas si ça en vaut la peine. Mais je te dirai ceci. Chaque jour que je vis en étant moi-même, même les jours difficiles, vaut mieux que le meilleur jour où je vivais un mensonge. « Et ta famille? » demandai-je. « Tes amis? » J'en ai perdu certains. Mon père ne m'a pas parlé pendant 5 ans, mais j'en ai gagné d'autres. Et la famille qu'on choisit est souvent plus forte que celle dans laquelle on est. Elle regarda Daniela avec tant d'amour que mon cœur se serra. Il y a 20 ans, j'étais mariée à un homme bon qui m'aimait, mais je n'étais pas heureuse. Et un jour, j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais être une épouse médiocre et une personne misérable, ou je pouvais être honnête et risquer le bonheur. J'ai choisi l'honnêteté. Oui, ça a été dur. Mais regarde-moi maintenant. 3 enfants, une femme que j'aime, une vie qui est vraiment la mienne. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas de peur, mais de reconnaissance. Ces femmes étaient comme moi, ou comme je pourrais l'être. Elles avaient pris le chemin difficile et avaient survécu. Plus que survécu, elles avaient fleuri. Paloma me trouva plus tard dans un coin du toit, regardant les lumières de la ville. « À quoi penses-tu? » demanda-t-elle en passant ses bras autour de ma taille par derrière. Le geste était si naturel, si intime, que je m'appuyais contre elle sans réfléchir. Que je n'ai jamais rencontré des femmes comme celle-ci. À Londres, toutes mes amies sont mariées à des hommes, ont les bons jobs, les bonnes maisons, les bonnes vies. Personne ne remet rien en question. Et ici, je regardais les femmes sur le toit, riant, dansant, vivant sans s'excuser d'être qui elles étaient. Ici, il y a toute une communauté de personnes qui ont choisi la vérité plutôt que le confort. « Ce n'est pas facile, » dit doucement Paloma. Chacune de ces femmes porte des cicatrices, des familles qui les ont rejetées, des emplois perdus, des amours terminés parce que le monde n'était pas prêt à les accepter. Mais regarde comme elles sont vivantes, comme elles sont libres. Je me retournai dans ses bras pour lui faire face. J'ai peur, Paloma. Peur de faire du mal à James, peur de décevoir mes parents,
peur de ruiner ma carrière. Mais plus encore, j'ai peur que si je ne fais pas ça, si je rentre à Londres et fais comme si rien de tout cela n'avait existé, je mourrai un peu chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Savoir et faire sont deux choses très différentes. Paloma prit mon visage entre ses mains. Victoria, je ne te demande pas de quitter ton mari demain et de venir vivre au Mexique avec moi. Ce serait de la folie. Mais je te demande, quand tu rentreras à Londres, d'être honnête. Avec James, avec ta famille, mais surtout avec toi-même. Et nous? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes deux personnes qui se sont trouvées au bon moment. Où ça va? Je ne sais pas. Peut-être que tu rentreras à Londres et décideras que ta vie là-bas est plus importante. Peut-être que je ne te reverrai jamais. Ou peut-être... Ses yeux cherchèrent les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Peut-être que c'est le début de quelque chose qui va changer nos deux vies pour... Toujours. Embrasse-moi, murmurai-je. Et elle le fit, là sur le toit sous les étoiles, entourée de femmes qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Et pour la première fois de ma vie, je me fichais de qui pouvait nous voir. Il était 2 heures du matin quand je rentrais enfin à l'hôtel. La réception était presque déserte, seul un concierge de nuit qui me regarda curieusement quand je passais. Mes cheveux étaient en désordre, mes vêtements froissés, et je sentais probablement le mescal et le parfum de Paloma. J'ouvris la porte de la suite le plus discrètement possible, espérant trouver James endormi, mais les lumières étaient allumées, et il était assis sur le canapé, encore habillé, son ordinateur fermé devant lui. « Il est 2 heures du matin », dit-il sans me regarder. « Je suis désolée. L'exposition s'est prolongée et puis il y a eu une réception avec certains artistes. Victoria. » Il me regarda enfin, et ce que je vis dans ses yeux me glaça le sang. Ce n'était pas de la colère. C'était la certitude. « On va vraiment faire ça? Tu vas rester là et me mentir? » Mon cœur s'arrêta. « De quoi parles-tu? Ah, tu sens différent. T'as l'air différent. Tu es différente depuis qu'on est arrivé ici. Et ce soir, quand tu ne répondais pas à mes messages, je me suis inquiétée. Alors je suis descendue au lobby et j'ai demandé au concierge s'il t'avait vu sortir. Il m'a dit qu'il t'avait vu monter dans un taxi avec une femme qui travaille ici, au bar. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. James, dis-moi juste la vérité, Victoria. Tu as une aventure? J'aurais pu continuer à mentir. J'aurais pu inventer une histoire compliquée sur une nouvelle amie, sur des sorties culturelles innocentes. Mais là, face à cet homme que j'avais épousé il y a seulement quelques jours, je sentis quelque chose se briser en moi. La fatigue. Une fatigue profonde de maintenir le mensonge. Pas seulement ces derniers jours, mais toute ma vie. Ce n'est pas une aventure, dis-je enfin, ma voix étonnamment ferme. C'est plus compliqué que ça. James se leva et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait complètement perdu. Plus compliqué? Victoria, nous sommes en lune de miel. Nous sommes mariés depuis 3 jours. Comment ça peut être plus compliqué? Parce que je n'aurais jamais dû t'épouser. Les mots restèrent suspendus entre nous, impossibles à retirer. Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure. Je m'assis au bord du lit, soudain épuisé. James, tu es un homme bien. Tu es gentil, brillant, tout ce que je suis censée vouloir. Mais je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Pas comme une femme devrait aimer son mari. Alors pourquoi m'as-tu épousée? Il y avait une vraie douleur dans sa voix. Et cela me fit plus mal que je ne l'aurais cru. Parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité. Parce que mes parents t'adoraient. Parce que ça semblait l'étape logique. Parce que je pensais que peut-être l'amour viendrait avec le temps, que j'étais trop romantique à attendre autre chose. Et cette femme, celle du bar, tu l'aimes? Je la connais à peine, mais quand je suis avec elle, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant, quelque chose dont je ne savais même pas l'existence. James marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui avait détruit notre mariage avant même qu'il ne commence vraiment. C'est la barmaid, n'est-ce pas? La femme du rooftop bar. Je l'ai vue te regarder la première nuit, et j'ai vu comment tu la regardais. Je suis désolée, James. C'est pour ça que tu n'as jamais voulu... La nuit de nos noces, tu m'as à peine touchée. Je pensais que tu étais nerveuse, que tu avais besoin de temps. Mais c'était parce que tu pensais à elle, hein? Je ne répondis pas, mais mon silence suffisait. C'est... Il s'arrêta, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. Tu es lesbienne, Victoria? Le mot sonnait étrange dans sa bouche, clinique et froid. Mais c'était la première fois que quelqu'un me le demandait directement, et curieusement, la réponse vint facilement. Oui, je crois que oui. Peut-être l'ai-je toujours été, mais je ne me suis jamais permis de l'admettre, même pas à moi-même. James rit, mais sans humour. Tu sais ce qui est le pire? Qu'une partie de moi le savait déjà. Ma mère me l'a dit quand nous avons annoncé nos fiançailles. Elle disait qu'il y avait quelque chose en toi, quelque chose de distant, comme si tu n'étais jamais complètement là. Mais je lui ai dit qu'elle était ridicule, que tu étais juste réservée, britannique. Il se tourna vers moi. As-tu jamais... ressenti quelque chose pour moi? Quelque chose de réel? Je t'apprécie, James.
Je te respecte. Mais l'amour romantique, non. Et tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment, pas quelqu'un qui fait semblant. Je n'arrive pas à y croire. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste de frustration que je ne lui avais jamais vu. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Rentrer à Londres et dire à tout le monde que ma femme m'a quitté en lune de miel pour une femme? Je suis désolée, répétai-je, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Tu es désolée? Victoria, tu m'as humiliée. J'ai dépensé 50 000 livres pour ce mariage. Mes parents, tes parents, 200 invités, tous célébrant notre amour. Et tout n'était qu'un mensonge? Ce n'était pas un mensonge pour toi. Tu m'aimais sincèrement. Mais oui, pour moi, c'était un mensonge. Un mensonge que je me suis raconté si longtemps que j'ai commencé à y croire. James s'effondra à nouveau sur le canapé, la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut annuler le mariage. On ne l'a pas vraiment consommé, donc il y a des bases légales. Tu parles de loi maintenant? Victoria, ce n'est pas un dossier d'entreprise. C'est notre vie. Je sais. Mais il faut être pragmatique. Je peux parler à mes parents, expliquer que c'est entièrement ma faute. Ta réputation n'a pas à en souffrir. Ma réputation? Sa rire fut amer. Tu crois que ma réputation m'importe en ce moment? Victoria, j'avais prévu de passer le reste de ma vie avec toi. Nous devions avoir des enfants, acheter cette maison à Kensington, vieillir ensemble. Et maintenant, tu me dis que tout ça est fini parce que tu es tombée amoureuse d'une barmaid mexicaine en 3 jours. Ce n'est pas seulement à cause de Paloma. Elle m'a simplement aidée à voir ce que j'avais nié toute ma vie. Même si je ne la revoyais jamais, je ne pourrais pas rentrer à Londres et faire semblant d'être ta femme. Ce ne serait juste ni pour toi ni pour moi. Un silence lourd et douloureux s'installa entre nous. Dehors, la ville poursuivait sa vie nocturne, indifférente au fait que mon mariage s'effondrait dans une suite de luxe. « Tu l'aimes » demanda enfin James. « Cette femme, Paloma ?» Je pensais à Paloma, à ses mains qui préparèrent des cocktails, à ses yeux noirs qui me voyaient vraiment, à la façon dont elle m'embrassait comme si j'étais à la fois précieuse et puissante. Je commence à l'aimer, avouai-je. Mais James, ce n'est pas vraiment d'elle qu'il s'agit. C'est de moi, de vivre enfin de façon authentique pour la première fois de ma vie. « J'ai besoin que tu partes », dit soudain James. « Pas de la chambre, de l'hôtel. Ce soir. Je ne peux pas te regarder en ce moment. James, s'il te plaît, Victoria, va-t'en. Tu pourras récupérer tes affaires demain quand je ne serai pas là. » Je me levai, attrapai mon sac et mon téléphone. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je ne sais pas. Probablement me saouler. Peut-être appeler mon frère. À un moment donné, rentrer à Londres et trouver comment expliquer ça à tout le monde. Il me regarda avec des yeux épuisés. « J'espère vraiment que ça en vaut la peine, Victoria. J'espère que cette femme, cette vie que tu choisis, valent tout ce que tu es en train de détruire. Moi aussi, » murmurai-je. Je sortis de la chambre en refermant doucement la porte derrière moi. Le couloir de l'hôtel était silencieux, chaque porte cachant une vie bien rangée où les gens dormaient paisiblement, sans se douter que mon monde entier venait de basculer irréversiblement. Dans le lobby, je sortis mon téléphone d'une main tremblante et composai le numéro de Paloma. « Victoria, que s'est-il passé? » « Il est 3 heures du matin. James sait tout. Je lui ai tout dit. Je n'ai plus nowhere où dormir. Où es-tu? » « Dans le lobby de l'hôtel. »« Reste là, j'arrive. » 15 minutes plus tard, Paloma arriva sur sa moto, encore vêtue de la robe noire de la fête. Quand elle me vit, son expression passa de l'inquiétude à la compréhension. « Tu l'as fait, » dit-elle simplement. « Je l'ai fait. » Elle me serra dans ses bras là, dans le lobby du Four Seasons, sans se soucier de qui pouvait nous voir. Et je me laissai complètement aller, sanglotant contre son épaule, tandis que tout le poids de ce que je venais de faire me frappait d'un seul coup. « Viens, » dit-elle enfin en essuyant mes larmes avec ses pouces. « On rentre chez moi. » L'appartement de Paloma se trouvait dans un immeuble art déco de Roma Nord, au 4e étage sans ascenseur. L'intérieur était exactement comme je l'avais imaginé, murs de briques apparentes, plantes partout, étagères remplies de livres, de l'art sur chaque surface. Mais ce qui me coupa le souffle fut le coin qu'elle avait transformé en distillerie artisanale. Une douzaine de plants d'agave, dans de grands pots, des bouteilles en verre de toutes formes et tailles, des bocaux remplis de pétales séchés et d'herbes. « C'est mon sanctuaire, » dit Paloma en suivant mon regard. « L'endroit où je crée la magie. C'est magnifique. Assieds-toi, je vais te préparer quelque chose pour te calmer. » Je m'assis sur son canapé vintage recouvert d'une couverture tissée aux couleurs vives. Les murs étaient recouverts de photos. Paloma avec sa grand-mère, Paloma avec Sofia et d'autres amis, Paloma à Oaxaca entourée de champs d'agave. Elle revint avec 2 tasses fumantes. Tisane de camomille au mescal et au miel. Recette de ma grand-mère pour les cœurs brisés. « Je ne suis pas sûre que mon cœur soit brisé, » dis-je en prenant la tasse. « Je crois qu'il est enfin entier pour la première fois. Que s'est-il passé exactement? » Je lui racontai tout, depuis le moment où j'étais entrée dans la chambre jusqu'à celui où James m'avait demandé de partir. Paloma écouta sans m'interrompre, tenant ma main. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. « Non. J'aurais dû, non.
J'aurais dû être dévastée, rongée de remords. Mais la seule chose que je ressens, c'est du soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 33 ans et que je pouvais enfin expirer. C'est parce que tu as fait ce qu'il fallait. Difficile, oui. Douloureux, absolument. Mais juste. Et maintenant? Je n'ai pas de travail ici, je ne parle pas couramment espagnol, je n'ai pas d'argent à moi, tout est sur des comptes communs avec James. Tchou! Paloma posa un doigt sur mes lèvres. Une chose à la fois. Ce soir, tu dors ici. Demain, on règle les détails pratiques. Après-demain, on commence à construire ta nouvelle vie. Et nous? Nous... Paloma sourit. Et ce fut le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Nous avons tout le temps du monde pour découvrir ce que nous sommes. Je m'endormis cette nuit-là dans le lit de Paloma, ses bras autour de moi, son corps chaud contre mon dos. Et pour la première fois depuis des années, je ne fis pas de cauchemar où j'étais prisonnière de lieux dont je ne pouvais m'échapper. Je me réveillai avec la lumière du soleil qui filtrait à travers des rideaux de mousseline blanche. Paloma était déjà réveillée, assise dans le lit avec son ordinateur portable, en train d'écrire quelque chose. Quand elle se rendit compte que j'étais réveillée, elle referma rapidement l'ordinateur. « Bonjour, ma courageuse anglaise. Qu'est-ce que tu écrivais? » Rien d'important. Mais ses joues rougissaient, ce qui attisa ma curiosité. « Sophia a dit que tu écrivais de la poésie. » Paloma soupira. « Bon, d'accord, oui. J'écris. Sur toi, sur nous, sur ce que ça fait quand ta vie bascule en un instant. Je peux lire? » Elle hésita, puis rouvrit son ordinateur et le tourna vers moi. L'écran affichait un poème en espagnol. Mon espagnol n'était pas parfait, mais j'en compris assez pour saisir l'essence. Un poème sur une Anglaise arrivée en touriste, mais restée dans son cœur, sur des pleines lunes et des tragineras, et sur le courage qu'il faut pour choisir l'amour plutôt que la sécurité. « C'est magnifique, » murmurai-je. « C'est toi qui es magnifique. » Paloma se pencha pour m'embrasser, doucement, tendrement. « Comment te sens-tu? » Effrayée, excitée, coupable, libre, tout en même temps. Ça me semble juste. Elle se leva du lit et s'étira. Je vais faire du café, et ensuite, il faut qu'on fasse un plan. Pendant que Paloma préparait le café dans sa petite cuisine, je consultais mon téléphone. Il y avait des messages de James, formels et froids, m'informant qu'il avait fait mes valises et que je pouvais les récupérer à l'hôtel quand je voulais. Des messages de ma mère, inquiète parce que James l'avait appelée en disant qu'il y avait une urgence. Et un message de Sophia. J'ai appris ce qui s'est passé. Fière de toi, Chica. Ça a pris du cran. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ta famille finira par appeler, dit Paloma en revenant avec 2 tasses de café. Que vas-tu leur dire? La vérité. Je ne peux plus mentir. Mon téléphone sonna. Ma mère. Je regardais Paloma, qui hocha la tête en silence pour m'encourager. Salut, maman. Victoria, que diable se passe-t-il? James a appelé hier soir complètement effondré en disant que le mariage était fini. C'est une sorte de crise existentielle. Faut-il qu'on vienne? Ce n'est pas une crise, maman. C'est... Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur en épousant James. Une erreur? Victoria, vous êtes mariée depuis moins d'1 semaine. Un mariage demande du travail. Maman, je suis gaie. Silence. Un silence si long que je crus que la communication avait été coupée. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis lesbienne. Je l'ai toujours été. Je ne me suis simplement jamais permis de l'admettre. C'est ridicule. Tu es sortie avec des garçons à l'université, tu as eu des petits amis, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Mais je n'ai jamais été heureuse, maman. Jamais. Je ne me suis jamais sentie bien dans ma peau avant maintenant. J'entendis ma mère inspirer profondément à l'autre bout du fil. Victoria, c'est complètement irrationnel. Tu es dans un pays étranger, probablement stressée par le mariage. Peut-être as-tu trop bu. Maman, je suis plus lucide que je ne l'ai jamais été. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais pour moi. Mais c'est moi. La vraie moi. Et ta carrière? Ta réputation? Victoria, tu as travaillé si dur pour arriver où tu es? Je sais. Et je ne dis pas que ce sera facile. Mais je préfère être honnête et me battre plutôt que de continuer à vivre un mensonge confortable. Un autre long silence. Il y a quelqu'un d'autre? C'est pour ça que tu fais ça? Je regardais Paloma, assise à côté de moi sur le canapé, tenant ma main libre. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Elle m'a aidée à voir qui je suis vraiment. En 3 jours, tu as rencontré quelqu'un en 3 jours et tu décides de jeter ta vie par la fenêtre. Je ne jette pas ma vie, maman. Je commence enfin à la vivre. Ton père va être dévasté. Je sais. Et je suis désolée. Mais je ne peux pas vivre ma vie pour vous rendre heureux. Ma mère soupira, et pendant un instant, j'entendis autre chose que de la déception dans sa voix. De la tristesse? Une vraie inquiétude? Tu es sûre de ça, Victoria? Complètement sûre? Parce qu'une fois que tu auras rendu ça public, il n'y aura pas de retour en arrière. Les gens parleront. Ta carrière pourrait en souffrir. Et cette femme, elle vaut vraiment tout ça? Je regardais Paloma, qui me sourit avec ses yeux noirs pleins de compréhension et de patience. Ce n'est pas seulement pour elle, maman.
C'est pour moi, pour la personne que j'ai cachée toute ma vie. Et oui, j'en suis sûre. Alors je suppose qu'il n'y a rien que je puisse dire pour te faire changer d'avis. Non. Ton père et moi avons besoin de temps pour digérer ça. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, Victoria. Cette nouvelle va changer beaucoup de choses. Je comprends. Tu vas rester au Mexique? Je ne sais pas encore. Il faut que je règle beaucoup de choses d'abord. D'accord. Tiens-nous au courant. Et Victoria, malgré tout, tu es notre fille. Ça ne change pas. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était quelque chose. Plus que ce que j'espérais, honnêtement. Quand je raccrochais, je m'effondrais contre Paloma, épuisée. C'était horrible. Mais tu l'as fait. C'était l'étape la plus dure. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que chaque étape suivante sera tout aussi dure. Probablement, admit Paloma. Mais la différence, c'est que maintenant tu marches dans la bonne direction. Vers toi-même, pas loin de toi. Je passais les jours suivants dans une sorte de limbo. Je récupérais mes affaires à l'hôtel, sans voir James, qui s'était arrangé pour être absent. Je trouvais un avocat à Mexico qui parlait anglais et qui commença à préparer les papiers d'annulation. J'envoyais des mails soigneusement rédigés à mon cabinet à Londres, expliquant que j'avais besoin d'un congé personnel indéfini et qu'il pouvait répartir mes dossiers entre les autres associés. Et je restais chez Paloma, apprenant à exister dans ce nouveau monde que j'avais choisi. C'était à la fois étrange et merveilleux. Paloma travaillait le soir au bar, alors nous passions les après-midi ensemble à explorer la ville, à manger dans de petits restaurants qui n'apparaîtraient dans aucun guide touristique, à visiter des marchés d'art et des librairies underground. Elle m'apprenait l'espagnol en riant de mon accent britannique. Moi, je lui lisais des passages de Woolf, les traduisant maladroitement. Le soir, quand elle rentrait du travail, elle me trouvait éveillée à l'attendre et nous parlions jusqu'à l'aube de tout et de rien. Elle me raconta son enfance à Mexico, fille d'un père italien qui avait fui le service militaire et d'une mère mexicaine qui vendait des fleurs au marché. Comment elle avait découvert sa passion pour la mixologie à 18 ans en travaillant dans un bar gay de la Zona Rosa, sa grand-mère zapotèque qui lui avait enseigné les secrets ancestraux du mezcal. Je lui parlais d'Oxford, des attentes étouffantes de ma famille, de la sensation d'avoir toujours été une actrice jouant un rôle. Je lui lus mes lettres à Virginia Woolf, ses confessions intimes que je n'avais jamais partagées avec personne. « Tu devrais les publier », dit Paloma un soir, après avoir lu une lettre particulièrement émouvante sur la peur et le désir. Pas comme des lettres, mais comme un essai, sur ce que signifie découvrir sa sexualité plus tard dans la vie, sur le prix de vivre authentiquement. Qui voudrait lire ça? Tu plaisantes? Il y a des millions de femmes qui se sentent exactement comme toi avant, prisonnières, perdues, terrifiées à l'idée d'admettre qui elles sont vraiment. Tes mots pourraient les aider. L'idée m'intrigua. Peut-être y avait-il un moyen de transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de significatif. Mais tout n'était pas romantique et plein d'espoir. Il y avait aussi des moments sombres. Des nuits où je me réveillais en panique, sentant le poids de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Des jours où la confort de ma vie londonienne me manquait, la sécurité de savoir exactement qui j'étais censée être. Des moments où je me demandais si je n'avais pas commis la plus grosse erreur de ma vie. Dans ces moments-là, Paloma me serrait dans ses bras, mais elle me laissait aussi l'espace de ressentir sans essayer de tout réparer. Cette douleur fait partie du processus, me dit-elle une nuit où j'allais particulièrement mal, pleurant la relation avec mon père qui ne serait probablement plus jamais la même. On ne peut pas renaître sans laisser mourir l'ancienne version de soi. Et la mort, même celle d'une vie qui ne te convenait pas, fait mal. Une semaine après avoir quitté James, Sophia organisa une réunion chez elle avec quelques amis du collectif LGBTQ+ local. Monica m'offrit du travail de consultante sur des dossiers de discrimination. Laura me demanda si j'étais intéressée pour écrire dans sa revue en ligne sur l'art et la culture queer. Carmen et Daniela m'invitèrent à des dîners familiaux, m'intégrant dans leur vie comme si j'en avais toujours fait partie. Pour la première fois de ma vie, je ressentis ce que signifiait avoir une communauté choisie, pas seulement la famille et les cercles sociaux dans lesquels on est. Tu vois, dit Paloma alors que nous rentrions à pied à son appartement ce soir-là. Tu as une place ici, si tu la veux. Et nous? Demandai-je, la question que j'avais évitée. Qu'est-ce que nous sommes exactement? Paloma s'arrêta sous un réverbère, prenant mes mains dans les siennes. Franchement, je ne sais pas. Je sais que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Victoria Ashford. Je sais que chaque jour passé avec toi, j'en tombe un peu plus. Mais je sais aussi que tu viens de sortir d'un mariage, que ta vie est sans dessus-dessous, que tu ne sais même pas si tu vas rester au Mexique. Et si je reste? Si je laisse Londres derrière moi pour de bon et que je recommence ici, tu le ferais? Tu laisserais vraiment tout derrière toi pour moi? Pas seulement pour toi, pour moi, pour la possibilité d'une vie authentique. Mais oui, tu fais énormément partie de l'équation. Paloma m'embrassa alors, là dans la rue sous les lumières de Mexico, et ce fut différent de nos autres baisers, plus profond, plus prometteur, plus réel. Alors construisons quelque chose ensemble.
murmura-t-elle contre mes lèvres. Sans précipitation, sans pression. Voyons simplement où ça nous mène. Mais comme dans toutes les vraies histoires d'amour, rien n'est jamais aussi simple. 2 semaines après avoir quitté James, j'étais chez Paloma quand mon téléphone sonna. Un numéro de Londres que je ne connaissais pas. Victoria Ashford? Oui? Qui est à l'appareil? Margaret Richardson, associée senior de votre cabinet. Nous devons parler de votre situation. Mon estomac se noua. Bien sûr. Nous avons reçu des informations sur les circonstances de votre départ de Londres. Et bien que nous respections votre vie privée, il y a des inquiétudes quant à l'impact que cela pourrait avoir sur la réputation du cabinet. Plusieurs de nos clients les plus conservateurs ont déjà exprimé des réserves. Des réserves à propos de quoi exactement? De votre mode de vie. Victoria, comprenez bien, personnellement, je n'ai aucun problème avec votre orientation sexuelle. Mais c'est une entreprise, et certains de nos clients les plus importants sont assez traditionnels dans leurs valeurs. Vous êtes en train de me dire qu'on va me licencier parce que je suis lesbienne? Nous ne pouvons pas vous licencier pour ça, ce serait illégal. Mais votre congé prolongé pose des problèmes pour la répartition des dossiers. Et franchement, votre situation personnelle crée des complications inutiles. Je comprends. Et je comprenais. On ne me licenciait pas officiellement, mais on me poussait vers la sortie. Si vous décidiez de démissionner de votre plein gré, bien sûr, nous serions prêts à vous offrir une indemnité généreuse. 3 mois de salaire, des références positives. Combien de temps ai-je pour décider? 48 heures. Quand je raccrochais, je fixais mon téléphone, partagé entre rage et ironie. J'avais travaillé si dur pour arriver là où j'étais. Des années d'études, des nuits blanches, des sacrifices de tout pour ma carrière. Et maintenant, on me demandait de démissionner parce que ma vie privée ne correspondait plus à leur image corporate. C'était mon travail, dis-je à Paloma ce soir-là. Mon cabinet à Londres. Ils me forcent à démissionner. Et tu vas faire quoi? Je réfléchis. Je pensais à la Victoria d'il y a un mois, pour qui cette carrière était tout. Je pensais aux heures consacrées, aux sacrifices faits. Tout ça pour impressionner des gens qui maintenant me jetaient, parce que j'avais enfin eu le courage d'être moi-même. Et puis je pensais aux 2 dernières semaines. Au matin où je me réveillais avec Paloma, aux après-midi à explorer marchés et galeries, aux nuits à parler d'idées, d'art et de possibles. Je pensais à Monica qui m'offrait du travail sur des dossiers de droits humains qui comptaient vraiment, à Laura qui me demandait d'écrire sur des expériences qui pourraient aider d'autres femmes. Je vais démissionner, dis-je enfin. Je vais prendre leur argent et je vais recommencer quelque chose de nouveau ici. Paloma me regarda avec des yeux brillants. Tu es sûre? Plus sûre que jamais. Cette carrière était construite par une version de moi qui n'existe plus. Il est temps d'en construire une nouvelle. Cette nuit-là, je rédigeais ma lettre de démission. Courte, professionnelle, et je ne m'excusais de rien. J'ajoutais ma signature numérique et cliquais sur « Envoyer », comme si je fermais une porte très lourde derrière moi. Tu sais ce qui est étrange? Dis-je plus tard à Paloma, allongée dans son lit. Je pensais que je serais dévastée. Cette carrière a été mon identité pendant presque 10 ans. Mais la seule chose que je ressens, c'est la libération. Parce que ce n'était pas ta carrière, Victoria. C'était celle que tu pensais devoir avoir. Maintenant, tu peux construire celle que tu veux vraiment. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions pratiques. J'ouvris un compte bancaire mexicain avec l'argent de l'indemnité. Je commençais des cours intensifs d'espagnol. Monica me mit en contact avec un programme de certification qui me permettrait d'exercer le droit au Mexique un jour. Laura me commanda mon premier article pour sa revue, Lettre à Virginia Woolf, Découvrir sa sexualité. À 33 ans, et Paloma et moi emménageâmes dans un appartement plus grand à Coyoacán, près de la Casa Azul de Frida Kahlo. 2 chambres, l'une devint mon bureau, remplie de livres et de mon ordinateur, l'autre l'atelier de distillation de Paloma, où elle expérimentait de nouvelles recettes de mezcal. Ce n'était pas parfait. Il y avait des jours où ma famille me manquait terriblement. Mon père me parlait à peine, même si ma mère commençait à envoyer des messages de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. James avait procédé à l'annulation sans trop de drame, probablement aussi pressé que moi de tourner la page. Mais il y avait aussi de la joie. Une joie vraie, de celle que je n'avais jamais connue avant. La joie de me réveiller auprès de quelqu'un que j'aimais vraiment et qui m'aimait en retour. La joie de travailler sur des dossiers qui comptaient, d'aider des gens qui subissaient de la discrimination. La joie d'écrire des mots qui résonnaient chez d'autres femmes en plein cheminement personnel. 3 mois après mon arrivée au Mexique, l'article fut publié. Lettre à Virginia Woolf devint viral dans les cercles littéraires et LGBTQ+, anglophones et hispanophones. Je reçus des centaines de mails de femmes qui partageaient leurs propres histoires, certaines encore dans le placard, d'autres qui venaient juste de faire le grand saut comme moi. « Regarde ça », montrai-je à Paloma un mail d'une femme en Argentine. Elle dit que mon article lui a donné le courage de parler à son mari de sa sexualité après 15 ans de mariage. Tu aides des gens, Victoria. C'est puissant. Je ne serais jamais arrivée là sans toi.
Sans cette première nuit au bar où tu m'as regardé comme si tu pouvais voir toutes les parties de moi que je cachais. Je ne t'ai pas changé, dit Paloma en prenant ma main. Je t'ai juste tendu un miroir. Le courage, la force de changer ta vie, ça a toujours été en toi. Un soir, 6 mois après notre première conversation au rooftop bar du Four Seasons, Paloma me ramena à Xochimilco. Elle avait réservé la même trajinera où nous nous étions embrassés pour la première fois, de nouveau décorée de bougies et de fleurs de cempasúchil. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» demandai-je tandis que nous glissions sur les canaux sous la pleine lune. 6 mois depuis qu'une Anglaise très sérieuse s'est assise à mon bar et a changé ma vie pour toujours. Techniquement, c'est toi qui as changé la mienne. On a changé la vie l'une de l'autre, corrigea Paloma en servant son mezcal spécial dans les mêmes verres en terre cuite. Et je veux te demander quelque chose. Mon cœur s'emballa. Quoi? Tu regrettes quelque chose? D'avoir quitté James? D'avoir abandonné ta carrière? D'être resté ici? Je regardais autour de moi, les canaux éclairés par la lune, les trajineras colorés flottant comme des rêves, cette femme incroyable qui avait eu le courage de voir qui j'étais vraiment quand même, moi je ne le voyais pas. Je ne regrette rien, dis-je sincèrement. Ça aurait été terrifiant et douloureux. J'ai perdu des choses que je croyais importantes. Mais j'ai gagné ma vie, Paloma. Ma vraie vie. Et ça vaut plus que n'importe quelle carrière ou approbation familiale. Il y a autre chose que je veux te demander. Paloma sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, 2 anneaux en argent, simples mais magnifiques, chacun incrusté d'un petit morceau d'obsidienne noire. Au Mexique, on appelle ça des anneaux de promesse. Ce ne sont pas des bagues de fiançailles. Je ne te demande pas en mariage. Mais je veux te promettre quelque chose. Je veux te promettre que je t'aimerai de façon authentique, que je ne te demanderai jamais d'être quelqu'un que tu n'es pas, que je serai là pendant que tu construis la vie que tu mérites. Acceptes-tu ma promesse? Les larmes coulèrent sur mon visage tandis que je hochais la tête. Oui. Et moi, je te promets la même chose. Je t'aimerai sans peur. Je te choisirai chaque jour. Je serai la femme la plus courageuse possible parce que tu m'as montré que c'était possible. Nous nous passâmes les anneaux mutuellement. Et quand nous nous embrassâmes sous la pleine lune de Xochimilco, j'eus l'impression que tout dans l'univers était exactement à sa place. Tu sais, dis-je plus tard, allongé sur les coussins de la trajinera tandis que le batelier nous ramenait doucement, Virginia Woolf a écrit qu'on n'a pas besoin de château, juste d'une chambre à soi. Mais je crois qu'elle se trompait. On n'a pas besoin d'une chambre à soi. On a besoin du courage d'être soi-même, complètement, sans excuse. C'est ça, le vrai espace à soi. Ta Virginia serait fière de toi, dit Paloma en embrassant mon front. Je crois que oui. Et je crois que ma grand-mère aussi, ajouta-t-elle avec un sourire. Cette nuit-là, en rentrant à notre appartement de Coyoacán, nous passâmes devant le Four Seasons. Les lumières brillaient élégamment, et pendant un instant, je pensais à la femme que j'étais quand j'étais arrivée ici 6 mois plus tôt. Victoria Ashford, avocate d'affaires, fraîchement mariée, vivant une vie parfaitement dessinée qui n'était pas la sienne. Cette Victoria était morte, et à sa place était né quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus libre, plus authentique, plus vivant. Quelqu'un qui avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de sauter quand même. Quelqu'un qui avait découvert que l'amour vrai, celui qui te transforme, n'est possible que quand on a le courage d'être totalement soi-même. Ce ne fut pas facile. Reconstruire une vie ne l'est jamais. Il y eut des jours difficiles, des moments de doute, des sacrifices qui firent mal. Ma relation avec mon père resta tendue, même si, très lentement, elle commençait à guérir. Ma mère finit par venir me rendre visite, rencontra Paloma, et même si ce ne fut pas l'acceptation enthousiaste dont j'avais rêvé, ce fut un début. Mais chaque matin, quand je me réveillais auprès de Paloma dans notre maison pleine de plantes, de livres et de bouteilles de mezcal artisanal, je savais que j'avais pris la bonne décision. Chaque fois que je travaillais sur un dossier pour aider quelqu'un qui subissait de la discrimination à cause de sa sexualité, je savais que j'étais là où je devais être. Chaque fois que j'écrivais des mots qui résonnaient chez d'autres femmes en plein cheminement d'autodécouverte, je savais que mon histoire, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait un sens. 1 an après cette première nuit à Xochimilco, je publiai mon premier livre, Lettres à Virginia, Mémoire d'un réveil à 33 ans. Il devint un best-seller inattendu, particulièrement populaire auprès des femmes qui questionnaient leur sexualité plus tard dans la vie. Paloma et moi ouvrîmes notre propre bar à Roma Norte, un mélange de galeries d'art, librairie et mezcaleria nommé La Luna y la Mariposa, hommage à la légende que Paloma m'avait racontée cette première nuit. Il devint un espace sûr pour la communauté LGBTQ+, un lieu où les gens pouvaient être eux-mêmes sans jugement. Et oui, quand le Mexique finit par légaliser le mariage pour tous dans tout le pays, Paloma me redemanda en mariage, cette fois avec une vraie bague. Nous nous mariâmes dans le jardin de la Casa Azul de Frida Kahlo, entourés de nos amis, de la communauté qui nous avait accueillis, et, contre toute attente, de ma mère qui pleura pendant toute la cérémonie. Mais ça, c'est une autre histoire.
Cette histoire, celle qui compte, est celle d'une femme qui est partie en lune de miel à Mexico et a découvert que la personne qu'elle devait vraiment épouser, c'était elle-même. C'est l'histoire d'une barmaid qui a vu au-delà de la façade soigneusement construite et qui a eu le courage de tendre un miroir. C'est l'histoire du pouvoir transformateur de la vérité, même quand cette vérité détruit tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. C'est apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Que l'amour vrai n'est possible que quand on s'aime d'abord soi-même de façon authentique. Et c'est découvrir que parfois, les plus belles histoires d'amour ne parlent pas de trouver sa moitié d'orange, mais de devenir une orange entière par soi-même, puis de choisir de partager cette plénitude avec quelqu'un qui te voit, te valorise et t'aime exactement tel que tu es. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir quelle note vous lui donneriez de 0 à 10 dans les commentaires, et ce qui vous a le plus plu ou touché. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires et votre soutien comptent énormément pour moi. Parce qu'au fond, nous cherchons tous le courage de vivre authentiquement. Et peut-être, juste peut-être, que mon histoire pourra aider quelqu'un d'autre à trouver le sien.